Bonjour. On pourrait croire que puisque les podcasts sont accessibles en permanence, la notion de rediffusion n'a plus de sens. Je ne le crois pas, car l'abondance de l'offre peut conduire à ce que certains enregistrements passent inaperçus ou en tout cas moins aperçus qu'ils ne le mériteraient. Je vous propose donc tout au long de cet été une série de deuxième vie au cours de laquelle je remettrai en ligne certains des badas de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau supplément voué à faire connaître tous ceux qui agissent dans le monde de la culture et qui nous permet aujourd'hui une conversation avec le conservateur général du patrimoine, Christophe Leribaud, également directeur du Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, généralement plus connu sous son appellation de Petit Palais. Christophe Leribaud, bonjour. Bonjour également. Vous êtes donc conservateur général du patrimoine et après avoir été au Louvre, après avoir été le directeur du musée Delacroix, dont peut-être je vous demanderai de dire un mot plus tard dans notre conversation, mais depuis la fin de 2012, vous êtes en poste au Petit Palais et dans cette fonction, vous êtes beaucoup attaché aussi bien aux questions de stratégie qu'aux questions artistiques. Mais avant de passer à ce chapitre, intéressons-nous d'abord à vous. Est-ce que vous êtes arrivé directement à ce métier de la conservation du patrimoine ou est-ce que vous avez bifurqué après plusieurs autres départs ? Non, c'est un parcours qui manque d'originalité. J'ai toujours rêvé de travailler dans un musée et donc je me suis débrouillé pour faire des études d'histoire de l'art à l'université, à l'école du Louvre, faire des stages pour bien me rassurer sur cette vocation. Et ensuite, j'ai eu la chance très tôt en fait de pouvoir travailler d'abord au musée Paul Getty à Los Angeles et puis tout de suite à l'issue il y a un concours de la fonction publique pour devenir conservateur qui m'a permis de me retrouver au musée Carnavalet, où j'étais aussi comme un poisson dans l'eau, un musée d'histoire. J'avais fait aussi parallèlement des études d'histoire, pour le cas où la filière histoire de l'art n'aurait pas fonctionné. Votre passage par les États-Unis avant de passer le concours de la fonction publique, avant de passer le concours de conservateur du patrimoine, vous a donné quel angle de vision différent du métier qui est le vôtre ? Qu'est-ce qu'on fait différemment dans un musée américain et dans un musée français ? Alors, chaque musée a son identité. Le musée Paul Getty a l'avantage d'être le plus riche du monde, donc évidemment, je commençais de manière assez amusante. Mais évidemment, c'est un lieu aussi de rencontre de beaucoup de nationalités, d'autres méthodes de travail en matière de pédagogie, parce que ça se passait quand même il y a quelques décennies. Et puis d'y apprendre à être absolument un peu dans l'efficacité. Alors, pas seulement le fait de bien organiser sa journée, ça on essaie tous, on en rêve, mais aussi dans les acquisitions, de savoir aller essayer d'aller à l'essentiel, essayer de cultiver aussi, ça je l'ai vu peut-être dans d'autres institutions américaines, savoir cultiver un peu les mécènes, être un peu plus attentif au public, autant de choses qui sont maintenant de toute façon de pratiquer par tout le monde, heureusement, mais c'était un petit peu plus nouveau à l'époque, si je puis dire. Vous avez raconté dans une interview que votre première exposition était une exposition Toutankhamon, mais c'était quand même pas celle de 1967. Alors ça, c'est l'exposition que j'ai visitée, oui. Tout petit. Vous avez visité tout petit, donc vous avez été Toutankhamonisé quasiment au berceau. Ah bah voilà, avec la vision du masque d'or et tout le reste, évidemment, ça donnait envie de s'intéresser. Il faut parfois commencer avec les enfants, d'ailleurs plus avec l'Égypte ou une cathédrale, un grand château, un parc, peut-être pas immédiatement par les incunables de l'école de Cologne, après ça vient progressivement. Alors cette anecdote que j'ai lue me fait vous poser une question. L'exposition Toutankhamon de 67 a été une surprise. Le succès de cette exposition, considérable, a été une surprise. Et je me souviens d'un dessin de Sampé où on voyait
une file d'attente interminable, et au-dessus de cette file d'attente, il y avait des flèches qui indiquaient l'exposition Toutankhamon. Et puis après, le dessin suivant, on voyait une autre file d'attente considérable, et puis il y avait des flèches qui indiquaient une exposition. Je crois bien que c'était une exposition Van Gogh, mais je ne suis pas sûr. Mais supposons que c'était une exposition Van Gogh. Et la file d'attente était considérable. Et puis ensuite, on voyait une file d'attente encore plus considérable. Et au-dessus de cette file d'attente, il y avait des flèches, mais ces flèches n'indiquaient absolument plus rien. Les queues se formaient par elles-mêmes. Est-ce que ça vous inspire un commentaire, je veux dire, sur l'attractivité des expositions en elles-mêmes par rapport aux gens qui viennent visiter les musées normalement, si je puis dire, en période normale? Je crois que l'objectif, c'est pas du tout d'attirer par des blockbusters et d'avoir absolument une foule. Il n'y a rien de plus inconfortable que de faire la queue. Et bien sûr, il faut réussir à se débrouiller pour qu'il n'y en ait pas trop. Le but n'est pas non plus d'avoir des expositions désertes. Hein. On les organise pas pour soi-même. C'est quand même beaucoup de travail, de réflexion. Ça met en jeu quand même beaucoup d'activités de la part de grandes équipes. Mais il faut essayer de trouver aussi des sujets un petit peu plus originaux. Mais cette exposition, dans l'histoire du Petit Palais, avait attiré donc plus d'1,2 million personnes. C'était un record absolu. Il faut dire que c'était quand même incroyable. D'ailleurs, on n'a pas redéplacé certains de ces objets lors de la toute récente exposition à la Villette. Donc, c'est effectivement pour la population française, c'était l'exposition d'une vie. C'est sans doute pour ça qu'on m'y avait entraîné gamin. J'avais été très impressionné quand même, effectivement, par la queue, le pique-nique, qui était plutôt sympathique avant d'entrer. Mais ensuite, il y a quand même ce choc devant ces œuvres. Mais vraiment, on peut avoir des chocs tout aussi intenses devant un tableau de Georges Latour dans un petit musée en province, formidable. Il ne faut pas quand même tout jouer en fonction de la foule. Alors, vous avez été aux États-Unis, on l'a dit, mais vous avez été aussi en Italie, à Rome. Vous avez été pensionnaire de la Villa Médicis. Qu'est-ce que vous avez ramené de ce séjour à la Villa Médicis ? Alors, je suis parti avec plein de boîtes d'archives parce que ça m'a permis de terminer ma thèse de doctorat sur un peintre qui autrefois avait été directeur de l'Académie de France à Rome au XVIIIe siècle, c'était Jean-François Dautroy. Donc, j'ai pu me plonger dans les archives de l'Académie de Saint-Luc dont il était membre, m'immerger à la Bibliothèque du Vatican, enfin dans toutes ces institutions aussi parfois un peu plus confidentielles où généralement, si on vient juste pour une semaine, 15 jours, tout est chiuso per restauro, etc. Enfin, il faut du temps pour acclimater, comprendre les horaires, convaincre les archivistes et bibliothécaires de vous faire entrer dans les réserves. Et là, tout d'un coup, après, on peut vraiment travailler efficacement. Donc, j'y allais pour ça. Mais ce qui était extraordinaire, c'était l'expérience de se retrouver dans ce milieu avec des peintres, des musiciens, des musicologues, des écrivains, etc. Un milieu très, très protégé. Et cette rencontre n'est pas du tout quelque chose c'est pas juste pour le mentionner comme ça de façon convenue. Ça fonctionne véritablement. C'était incroyable. Quand je suis arrivé, j'étais relativement fermé vis-à-vis, par exemple, de la musique contemporaine. Et c'est voyant vraiment l'acharnement, l'intérêt des autres pensionnaires dans leur création, en allant dans leur atelier, en voyant un petit peu comment ils procédaient, que ça m'a donné quand même quelques clés pour faire l'effort nécessaire et après goûter cette musique. Et c'est vraiment le cas de beaucoup de rencontres qui ont pu être menées à Rome. C'est pour ça d'ailleurs que l'Académie de France à Rome ne doit pas nécessairement immédiatement donner des œuvres juste au retour. C'est un long cheminement. Et depuis, j'ai eu l'occasion de monter plusieurs expositions avec des artistes comme Jean-Michel Ottoniel ou Johan Créten, rencontrés sur place, mais aussi élaborer des projets avec d'autres historiens. C'est vraiment une parenthèse dans une carrière et très luxueuse, je reconnais, mais qui vraiment est fructueuse pour s'obliger à regarder un peu ailleurs. Alors vous l'avez dit, vous avez fait votre thèse sur un peintre qui a vécu à cheval entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, Jean-François de Troyes, dont les œuvres ne sont pas abondantes au Louvre. Il y en a 3 ou 4, je crois. Il y en a dans des musées de province, il y en a à Lyon, il y en a à Rouen, il y en a à Angers. Mais qu'est-ce qui a pu vous faire choisir un peintre
comme Jean-François de Troyes? Est-ce que c'est les responsabilités institutionnelles qu'il a eues? Vous avez rappelé qu'il était le secrétaire général, je ne sais pas d'ailleurs si ça s'appelait comme ça à l'époque, de la Villa Médicis, ou bien est-ce que c'est vraiment son œuvre et le genre particulier de son œuvre qui est on a dit à son propos des tableaux de mode, mais de mode sur les modes de vie, pas sur les modes vestimentaires. Presque de mode. Oui, c'est pas effectivement par admiration pour sa carrière administrative que j'ai décidé de passer 10 ans à essayer de reconstituer son œuvre. Au Louvre, il y a un peu plus de tableaux, mais malheureusement, il y en a quelques-uns qui viennent de partir en réserve. Mais puis pour son standing, il y a quand même beaucoup de choses à Potsdam, à l'Ermitage, au Metropolitan Museum, etc. Ça faisait partie à l'époque des grands noms du XVIIIe siècle, en tout cas suivant les critères de l'époque. Qui n'avait pas été véritablement travaillé. Donc c'était un peu une enquête policière pour essayer de retrouver les œuvres, séparer ce qui lui était faussement attribué ne lui revenait pas, et du coup dégager vraiment son profil d'un peintre d'histoire, effectivement, donc qui a suivi une très belle carrière à travers toutes les institutions de l'Ancien Régime, en traitant des sujets religieux, des sujets mythologiques, en fournissant la cour avec des décors pour Versailles, pour Fontainebleau, des cartons de tapisserie pour les Gobelins. Il en a fait beaucoup, des choses qui ont eu beaucoup de succès. Mais dans son œuvre, il y a effectivement toute une part consacrée aux tableaux dits de mode, qui représentent des conversations élégantes dans un parc ou dans un intérieur, très codées, des visions tout à fait fascinantes du premier XVIIIe siècle, qui sont pas du tout à prendre au pied de la lettre. Il ne s'agit pas toutes les figures ont un peu les mêmes têtes, etc. Mais ce sont des tableaux extrêmement attachants, et donc ces tableaux un peu mystérieux donnaient envie, évidemment, de tirer le fil, et puis faire partager, une fois que tout ce travail était fait, le publier, montrer un petit peu plus, se débrouiller pour qu'on montre un peu plus les œuvres de cet artiste. C'est toujours intéressant en histoire de l'art de pouvoir faire redécouvrir d'autres œuvres, pas toujours se concentrer sur les mêmes grands noms. Alors venons-en, si vous voulez bien, au bâtiment, pas seulement à l'institution, mais au bâtiment qui abrite l'institution dont vous êtes le responsable. Qu'est-ce que on doit savoir de l'histoire du Petit Palais ? Vous avez raison, parce que je crois que peut-être que l'œuvre la plus belle, la plus incroyable du musée, c'est son bâtiment lui-même. D'ailleurs, il porte le nom de Petit Palais. Donc, c'est un pavillon d'exposition universelle, bâti en 1900, en même temps que le Grand Palais, de part et d'autre de l'avenue Nicolas II, devenu Winston Churchill. Donc, dans cet axe qui va de l'Élysée à travers le pont Alexandre III jusqu'à la gare des Invalides, et puis bien sûr l'hôtel des Invalides. Très très belle composition urbanistique parisienne, perpendiculaire aux Champs-Élysées, de création relativement récente, puisque ça a à peu près 120 ans, très beau bâtiment qui très décoré, très, très, très 1900. Il y a une magnifique grille ouvragée, mais aussi qui renferme des prodiges de technologie, non seulement l'armature métallique, mais ça à l'époque ça commençait quand même à être très bien dominé, mais il y a des parties en béton armé assez étonnantes, mais noyées dans un décor très luxuriant qui nous ramène d'ailleurs à la Villa Médicis, puisque Charles Giraud, son architecte, est un pur produit de l'école des Beaux-Arts et de la Villa Médicis. C'est un bâtiment qui est plein de citations, aussi bien du château de Chantilly que de l'Arapakis à Rome, et son jardin intérieur, qui est toujours une surprise pour les visiteurs, reprend un petit peu la colonnade et les canons de la Villa Giulia à Rome. C'est un bâtiment assez savant, avec des formes complexes qui s'imbriquent et qui évitent absolument la monotonie. C'est-à-dire que c'est un bâtiment baigné de lumière, il y a beaucoup de grandes portes-fenêtres, il y a ce jardin à l'intérieur, et pas de succession de salles un peu monotones, mais des espaces avec des éclairages latéraux pour les sculptures, zénithaux pour les peintures. On peut y mélanger les arts, on a des escaliers, des surprises. Et c'est un lieu très, très agréable, je crois, à visiter, mais aussi pour y travailler, parce qu'on a vraiment plaisir à y installer les œuvres, à changer leur emplacement de temps à autre pour varier la présentation vis-à-vis des visiteurs. Est-ce que depuis la fin de 2012 ou début 2013 que vous en êtes le directeur, est-ce que vous avez eu à piloter des modifications dans ce bâtiment, enfin non pas des modifications de structure, mais des modifications d'aménagement? Alors, le musée avait connu une grande rénovation il y a quelques années auparavant, donc le toit ne fuyait plus, etc. Donc ça, c'était très bien. En revanche, il avait été un petit peu aseptisé, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup
on avait essayé de rendre les espaces les plus neutres possibles pour mettre en valeur un nombre d'œuvres un peu limité. Donc j'ai voulu prendre le contre-pied, mais comme mon successeur le fera à son tour, pour essayer de ressortir davantage d'œuvres, profiter de ces murs très élevés pour présenter les tableaux sur plusieurs rangs, regarnir une grande galerie où il y avait des tout petits objets avec des sculptures, des grands plâtres, comme cela avait été d'ailleurs le cas, ça avait été conçu pour ça en 1900 par Charles Giraud. Donc le travail a plutôt été un travail de décorateur, si je puis dire, en remettant des couleurs au mur, parfois même un peu de dorure, recréer des surprises dans la présentation des œuvres, quitte à faire ressortir des réserves, des œuvres d'artistes moins connus, mais c'est intéressant, je pense, face à Courbet, de montrer d'autres réalistes comme Pelé. C'est intéressant de montrer face à Rodin ou Bourdelle ou Carpeau des sculpteurs très originaux qui ont eu leur moment de gloire, parfois même des artistes qui n'ont jamais eu de moment de gloire, mais qui ont pu, au cours de leur carrière, tout d'un coup, accoucher d'un chef-d'œuvre, de quelque chose de tout à fait étonnant et qui peut aussi surprendre les visiteurs. Et ça, l'architecture très variée du musée, avec ses couleurs, ses mosaïques, etc., s'y prête à merveille. En 8 ans, vous avez triplé la fréquentation du musée, d'être passé de 450 000 à 1 200 000 visiteurs par an. Même vous avez réussi à maintenir un nombre de visiteurs important en 2019, malgré non pas la pandémie qui n'était pas encore apparu, mais malgré les gilets jaunes qui se passaient sur les Champs-Élysées, c'est-à-dire à 2 pas de chez vous. Oui, on était fermés tous les samedis. Évidemment, ça n'aide pas pour la fréquentation. Mais le but, là encore, n'est pas absolument de créer une cohue, mais au contraire, de faire revenir les visiteurs. On est d'abord un musée de beaux-arts de la ville de Paris, donc il faut que les Parisiens, les Franciliens se chantent chez eux. C'est d'ailleurs une collection qui est composée en majorité de dons de grands collectionneurs qui ont eu à cœur de déposer le fruit de toute leur recherche pendant toute leur vie et de les présenter aux Parisiens. C'est un musée dont l'entrée pour les collections permanentes est gratuite. Encore faut-il le faire savoir. Les expositions restent payantes parce qu'il y a vraiment des coûts importants pour les réaliser en quelques mois, d'assurance, de décoration, de transport, beaucoup. Mais pour les collections permanentes, surtout que les visiteurs se sentent pas l'obligation de tout voir. Et puis voilà, pour avoir fait entre guillemets le Petit Palais, c'est quand même ce serait un peu triste. Mais au contraire, d'avoir envie d'y passer 1 heure ou 2, éventuellement tarder un petit peu à la librairie ou prendre un café dans le jardin. Il faut que ce soit un endroit agréable, confortable. Puisque Paris a la chance, évidemment, de posséder des musées inégalés, comme bien sûr le Louvre, le musée d'Orsay, mais qui sont quand même assez envahis par les touristes. Alors c'est très bien les touristes, bien sûr, il nous en faut, et puis c'est tout aussi le prestige de la France, etc. Mais en même temps, c'est pas mal qu'il y ait aussi des endroits un petit peu plus alternatifs, où on peut visiter plus tranquillement, et puis accompagner sa visite aussi d'une conférence, d'un concert, d'un cours d'histoire de l'art. On essaie malheureusement là avec cette pandémie, on a fallu annuler tout ce qui se passait dans l'éditorium, mais tout ça va reprendre. On piaffe de pouvoir reprogrammer tout ce qui était prévu. On s'arrange pour que chaque jour il y ait un événement, quelque chose en parallèle au déploiement des collections permanentes et bien sûr des expositions qui sont un petit peu le cœur du musée depuis un bon temps. Alors, puisque vous avez parlé de la pandémie, essayons de voir de quelle manière elle vous a touché et comment vous avez pu réagir, et peut-être essayons de le faire avec une exposition qui n'a pas duré longtemps, mais qui a duré assez longtemps, je crois 1 mois à peu près, pour que parmi nos auditeurs, il y ait un certain nombre de gens qui l'aient vu. Je parle de l'exposition sur l'âge d'or de la peinture danoise. Est-ce qu'on peut recréer la chronologie de cette exposition au Petit Palais et la manière dont vous avez dû affronter ensuite tout ce qui était lié à la pandémie? Oui, une un peu triste histoire pour une peinture pourtant si séduisante et si calme. C'est né de très bonnes relations avec le musée de Stockholm, avec lequel on avait déjà organisé ensemble 2 expositions sur Anders Zorn et Carl Larsson. Et l'idée était de présenter avec eux une exposition de peinture danoise, parce que les Suédois n'avaient pas montré la peinture de leurs voisins. Et donc, saisissant cette occasion, on s'est dit on va le faire à 2. Et puis nos collègues danois
nous ont emboîté le pas. Et donc finalement, à 3, on a pu monter une très vaste rétrospective. À peu près tous les grands chefs-d'œuvre de la peinture danoise étaient au rendez-vous. Ça a été présenté d'abord à Stockholm, puis à Copenhague. Donc on était ravis de tout le travail mené ensemble avec les différents commissaires, et très ravis aussi de pouvoir présenter cette peinture un petit peu moins connue en France, même si les noms de Eckersberg ou Kopke ont quand même déjà une certaine notoriété. Donc on a tout installé, prévu une jolie scénographie, adaptée un petit peu aussi au public parisien, et puis tout a tout a dérivé. On n'a pas pu faire venir l'exposition tout de suite. On a patienté, donc les œuvres étaient en caisse, en réserve, et puis finalement on a quand même pu l'installer à la fin du mois de septembre. Donc on était ravis, soulagés. Septembre 2020. Pendant 4 semaines. Les visiteurs ont pu l'apprécier, et puis finalement on a fermé. Nos collègues et collectionneurs et conservateurs de différents musées prêteurs ont tout à fait compris qu'il fallait prolonger, faire en sorte que tout ça puisse rester ou puisse rouvrir à un moment donné. Donc on a prolongé jusqu'en janvier, puis en février, puis en mars. Là on s'est rendu compte que c'était un peu sans fin et qu'il fallait finalement quand même rendre les œuvres à leurs propriétaires. Aussi parce qu'on s'attendait à pouvoir remodifier la scénographie. Il y a quand même une architecture dans les salles pour pouvoir accueillir l'exposition suivante qui devait être consacrée au grand portraitiste italien Giovanni Boldini, un artiste qui a vécu à Paris mais qui n'a pas eu d'exposition depuis pas mal de décennies. Un mot quand même sur Boldini pour dire que c'est l'auteur du plus fameux portrait de Verdi, du fameux portrait de Robert de Montesquieu et de quelques autres excellences de comment s'appelle-t-elle, Madame Vanderbilt. Enfin bref, c'est un peintre dont on ne connaît pas forcément le nom, mais dont on a forcément vu au moins un tableau, un portrait en l'occurrence. Donc c'était l'exposition. Très brillant, c'est vraiment l'élégance fin de siècle à son extrême. Et donc et finalement cette exposition qu'on devait ouvrir là au printemps, au dernier moment avant de donner le premier coup de marteau de la scénographie, le bon à tirer du catalogue et commencer à prendre les billets d'avion définitivement pour que les peintures puissent converger jusqu'au musée, on a pris la décision que la situation était trop incertaine. Et tant pis, donc on a arrêté là. Et l'exposition aura lieu l'an prochain. Entre-temps, on a d'autres saisons qui commencent d'ici là. Mais c'est sûr que la pandémie est un peu un sport de combat pour l'organisation d'expositions. On pense davantage aux concerts et au théâtre, bien sûr. Pour les expositions, c'est assez compliqué. Alors là, maintenant, la réouverture progressive est programmée et espérons qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Comment est-ce que vous ouvrez ou comment est-ce que vous rouvrez? Avec quoi rouvrez-vous? Alors nous avions, à défaut de l'exposition Boldini, nous en avions une autre, parce qu'on a 2 espaces de présentation dans le musée, consacrés au travail et à l'œuvre d'Ambroise Vollard, le grand marchand du début du XXe siècle, et puis une sorte de successeur qui était Henri-Marie Petier pour les estampes un peu plus tard. Et donc c'est en illustrant leur passion pour le livre d'artiste et pour l'estampe, la façon dont ils ont, en finançant Vollard, grâce à tous les bénéfices issus de la vente des Cézanne, des Renoir, et puis après des Picasso et autres, a vraiment convaincu des artistes comme Bonnard, Vuillard et ensuite d'autres générations d'illustrer des ouvrages qu'il avait choisis, comment il les a convertis à l'estampe en couleur, tout ce rôle qu'on ignore parfois des marchands. Donc cette exposition devait avoir lieu à l'automne dernier. Finalement, on l'a accrochée en janvier. On n'a pas pu l'ouvrir finalement, donc on a éteint la lumière une fois que c'était prêt. Elle attend le 19, où là, on pourra enfin la visiter. Les prêteurs, très gentiment, ont accepté de la prolonger d'autant. Donc elle durera jusqu'à la fin du mois d'août. Il faudra quand même réserver à l'avance sur Internet parce que la jauge est assez basse pour éviter aussi qu'il y ait trop de queue ou de déception. Donc réserver sur Internet pour cette exposition. Les collections permanentes, elles, restent d'accès libre sans réservation. Les espaces sont quand même très larges, très amples, donc on doit pouvoir
s'y promener agréablement, même s'il y a une jauge plus restreinte. On n'aura pas non plus de touristes à Paris cet été, donc ça va, grosso modo, ça devrait équilibrer les choses. C'est une exposition vraiment intéressante, un petit peu pointue, mais on a pris le temps de bien expliquer pour pas que ce soit monotone, qu'on voit vraiment tout ce travail de ces artistes graveurs, de la constitution de ce qu'est un livre d'artiste, avec un petit peu toutes les techniques illustrées, enfin tous les choix artistiques guidés par Ambroise Vollard, avec Bonnard, avec quantité d'artistes jusqu'à Chagall. Je voudrais reprendre votre suggestion de visiter les collections permanentes parce que c'est vrai que l'accent est beaucoup mis sur les expositions temporaires, dont sans raison la plupart du temps, mais la visite notamment au Petit Palais des collections permanentes, c'est un moment, j'allais dire, d'exotisme que le bâtiment que vous avez décrit tout à l'heure et dont vous avez souligné à quel point il est lumineux et à quel point il est tout sauf, j'allais dire, orthogonal. Enfin, sans compter les jardins, sans compter aussi la possibilité d'y boire, prendre tranquillement un café. Votre première exposition telle que vous l'avez voulu, à part celle dont vous venez de nous parler, mais dont vous nous avez dit que c'était, entre guillemets, une petite exposition, votre première exposition sera quand et sera autour de quel artiste ou de quel thème ? Alors cet automne, nous aurons d'une part une exposition d'art contemporain avec un artiste invité, mais aussi une grande rétrospective du peintre russe Ilya Repin, qui était vraiment le grand maître de la peinture russe, le peintre de l'âme russe, si on peut dire, qui a traité des grandes scènes historiques, aussi des scènes de la vie populaire, les halles de la Volga, des processions avec des icônes. Il a portraituré un peu toutes les personnalités de l'époque, qu'il s'agisse de Tolstoï. Il y aura une salle consacrée entièrement à Tolstoï, mais aussi les musiciens, Rimsky-Korsakov, Moussorgsky, César Cui, etc. Il a représenté la Russie moderne aussi, jusque des scènes de la Révolution de 1905. Il a été confronté vraiment à toute cette aventure de la Russie, puisqu'il meurt en exil en Finlande. Staline, en vain, aura essayé de le faire revenir dans son pays. C'est des tableaux très forts, des œuvres, des images parfois très, très connues, en tout cas des icônes, si je puis dire, pour nos collègues et amis russes. Ce sont des toiles très importantes du musée russe, de la galerie Tretiakov et d'autres musées qui nous sont prêtés exceptionnellement pour nous baigner dans cette peinture, d'abord réaliste, et puis son style évolue au fil des décennies. C'est vraiment un grand cadeau de la part de nos collègues, parce qu'ils se séparent vraiment d'œuvres phares, des couvertures de catalogues, enfin des choses qui sont dans tous les bouquins d'histoire sur la Russie. Mais il est assez heureux de voir que son talent soit reconnu pour une belle exposition à Paris, aux Champs-Élysées, où on espère avoir un public curieux d'aller découvrir cette grande figure de la peinture. Christophe Le Ribaud, si la tutelle des musées ou si les tutelles des musées décrétaient que tous les conservateurs qui ont la responsabilité d'un musée doivent aller passer 3 ans dans un pays étranger avant de revenir en France pour avoir une nouvelle responsabilité, quel pays choisiriez-vous ? En tout cas, ce serait une très juste décision. De toute façon, on est amené quand même à pas mal voyager pour ces recherches, pour convaincre les prêteurs. Moi, j'ai eu la chance de passer plus que 3 ans à l'étranger, entre la Villa Médicis, j'étais à Yale aussi pendant quelques temps, et puis musée Paul Getty. Je crois qu'il faudrait plutôt aller dans plusieurs pays à la fois, parce qu'on travaille très différemment en Angleterre, en Italie, évidemment. Ça dépend un petit peu aussi des spécialités. Il ne faut pas oublier tout ce qui se passe en Orient et ailleurs. En tout cas, c'est important de voir d'autres façons de travailler, essayer qui sont pas forcément meilleures, mais d'essayer de retirer le mieux de toutes ces expériences. Alors, donc, vous nous donnez rendez-vous pour votre première réouverture, entre-ouverture, enfin, puisque vous nous aurez... non, je dis entre-ouverture, ça n'est pas le contenu de l'exposition que je qualifie, c'est le nombre de visiteurs qui seront autorisés à la voir, donc c'est Vollard qui commence maintenant, à la mi-juin, puis ensuite, donc, pour cette exposition consacrée notamment à Repin,
à la rentrée au Petit Palais. Et en attendant, les collections permanentes sont d'accès libre, gratuit et dans la limite des jauges fixées par les autorités culturelles et sanitaires. Christophe Leribaud, merci. Merci beaucoup, à très bientôt.